Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer. Les pêcheurs côtiers et hauturiers du Fénois en pleine discussion hier sur les zones de pêche artisanales. Nous en parlerons avec notre invité ce soir, le maire de Tahuata, Hakaiki Félix Barcinas. Ils sont 12 lauréats de la toute première session de formation au brevet professionnel de surf qui s'est tenue au Fénois. Leur diplôme leur a été remis ce matin à Taharu, à Papara, à quelques jours de l'événement planétaire à Teahupo. Et l'île de Maupiti attire de plus en plus de visiteurs pour son authenticité. Pas de grand hôtel sur place, mais des pensions de famille qui ont leur charme. Outre le transport aérien, les transports maritimes viennent étoffer la mobilité des voyageurs. Les mises en place de zones de pêche artisanale suscitent de longues discussions. Hier à la présidence, et c'est une première, une réunion s'est tenue avec des pêcheurs côtiers et hauturiers de l'ensemble du Fénois. Selon les archipels, les avis divergent sur la taille des zones de pêche artisanale. Thomas Chabrol. Partager les eaux pour satisfaire à la fois les pêcheurs côtiers et les pêcheurs hauturiers, pas si simple, même dans un grand océan. L'idée est de créer des zones où les palangriers et les thoniers ne pourraient pas aller pêcher. Aujourd'hui, rien n'empêche ces bateaux de travailler près des côtes, ce qui inquiète les pêcheurs côtiers. Les armateurs ont expliqué leur point de vue pour défendre leur activité. Ça nous inquiète parce qu'on ne peut pas prévoir à l'avance la migration des thons en fonction des alevins. Soit ils sont proches des côtes, soit ils sont éloignés des côtes. Et donc les thons, qui sont des prédateurs migrateurs, suivent les alevins. Donc s'ils sont près des côtes, nous, ça nous empêche d'y accéder à la ressource, d'aller pêcher. Les présidents des coopératives de pêche sont venus nombreux à la présidence pour défendre leur gagne-pain. Ces zones de pêche artisanale seraient distinctes dans chaque archipel. Mais ils ont aussi profité de cette réunion pour évoquer leur souhait d'obtenir le feu vert du pays pour pêcher jusqu'à 30 000 nautiques contre 15 jusqu'à présent. Toutes nos unités de bateaux ce n'est plus comme avant des petites unités de 17 pieds, 20 pieds. Maintenant, on est passé à 28 pieds, à 30 pieds. Et ces bateaux sont testés insubmersibles. Nous pouvons aller plus loin. C'est pour cela que nous avons voulu discuter un peu avec les hauturiers des distances. Les zones de pêche artisanale, il en est question depuis 2018. Les discussions avancent, mais d'un archipel à l'autre, le bras de fer peut se durcir. Les maires des Marquises sont favorables à la fixation d'une limite à 30 000 nautiques, car selon les pêcheurs de l'archipel, les poissons se raréfient et la présence des thoniers inquiète. Les Marquises sont réputées pour leur forte concentration en thon rouge. Et nous accueillons à présent Félix Barcinas, maire de Tahuata, Hakaiki Kahonu. Et Kawa Davidson, merci de me recevoir ce soir sur votre plateau TNTV et un remerciement à ceux qui nous apprécient ce soir. Alors, Hakaiki, vous étiez l'un des maires, des marquises présents à cette réunion sur la pêche hier. Actuellement, que demandent les marquises pour la pêche artisanale? Une zone de combien de nautiques? Alors, nous sommes constants dans notre démarche, à savoir de maintenir ces 30 000 nautiques des côtes pour éviter que les thoniers puissent venir, afin qu'on puisse laisser cet espace aux pêcheurs qui utilisent des embarcations de type traditionnel comme le petit marara et les petits ohopo. On sait que les eaux marquisiennes sont riches, très riches en poissons, mais observez-vous une raréfaction de la ressource? En effet, donc la raréfaction donc des poissons est constatée. Et en tout cas, donc, nous nous inscrivons dans un consensus avec les thoniers, donc les armateurs, qui utilisent des moyens beaucoup plus grands pour venir pêcher dans nos eaux. Et nous avons encouragé donc ces personnes à venir parce que nous avons donc une vision de développement de notre archipel avec la construction de l'aéroport international, faire en sorte que demain, des initiatives privées puissent s'installer et qu'avec l'étroite collaboration du pays, de mener à terme des constructions, des infrastructures permettant justement de développer donc ce secteur qui nous tient à cœur. Justement, Hakaiki, la pêche artisanale et la pêche hauturière sont compatibles?
Pas du tout. Donc, il y a des conflits d'usage que nous constatons de plus en plus dans nos eaux et c'est la raison pour laquelle nous maintenons donc cette limitation à 30 000 nautiques pour mieux préserver et sachant, Davidson, que cette préoccupation majeure ce que nous avons, c'est de se dire que ces pêcheurs qui utilisent des embarcations de type traditionnel et permettent justement de nourrir nos familles respectives. Donc, ils n'ont pas les moyens qu'ils ont actuellement les tonniers permettant justement d'avoir des tonnages beaucoup plus conséquents et il y aura un impact justement sur les ressources halieutiques au niveau. Donc, nous nous engageons ce soir, donc il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'exclusivité réservée donc aux pêcheurs marquisiens, bien au contraire, l'espace maritime, donc c'est pour tous les Polynésiens, que l'on soit Paumotu, Tahitiens, Mangareva des Australes, donc ils sont tous les bienvenus. Encore faut-il de respecter donc cette volonté réelle que nous avons les Hakaiki de contenir et d'encourager le pays, qui est cette volonté politique de la part du pays de limiter les zones, de fixer les zones pour l'intérêt de tout le monde, y compris les pêcheurs côtiers que les pêcheurs hauturiers. Justement, est-ce que l'idéal pour vous, pour les Hakaiki, pour les marquises, c'est de protéger la pêche artisanale tout en développant sur place une pêche professionnelle? On parle de l'ancien projet à Hivatoa avec un grand port de pêche équipé, des tonniers, vous en parliez tantôt, et un aéroport international pour exporter le thon peut-être? Alors ce projet Hivatoa que tu viens de citer, Davidson, c'est une réflexion dans le cadre où la CODIN avait pour compétence de réfléchir sur des études d'opportunité en matière de développement parce que la CODIM a pour vocation de réfléchir sur des études d'opportunité. Malheureusement, ce dossier, il est en instance, mais aujourd'hui, on peut dire que ce dossier, on pourra le réactualiser parce qu'il y a une visibilité donc à l'horizon avec la construction de l'aéroport international. En tout le cas, mais nous, on va s'y atteler, on va revenir, on va discuter encore avec des porteurs de projets pour faire en sorte que les marquisiens de demain viennent, s'installent et puissent justement développer. Mais nous sommes soucieux en tant qu'élus de faire en sorte que ça soit une pêche raisonnée, dans le souci de préserver et qu'on puisse laisser demain à nos enfants donc un héritage, comme on dit, responsable. Hakaiki, l'actualité brûlante pour les marquises, c'est aussi son inscription au patrimoine mondial de l'humanité. Vous et les autres maires des marquises prenez l'avion lundi pour vous rendre à New Delhi, en Inde. Le 26 juillet, l'UNESCO doit se prononcer sur le classement des marquises. Dans quel état d'esprit êtes-vous et est-ce que vous êtes confiant totalement? Oui, on est parce que c'est un dossier qui date depuis 3 ans et puis la candidature donc sera examinée exactement le vendredi 26 juillet. Donc on part serein parce que il y a eu un accompagnement depuis ces dernières années. Quand je dis un accompagnement aussi bien par l'État que par le pays, les experts mondiaux qui sont descendus au mois d'octobre pour venir et poser des questions intermédiaires pour que le pays puisse répondre avant le vendredi 26 juillet. Mais en tout cas, on part serein. Mais l'aboutissement, c'est cette fierté. Si demain, la validation sera faite, Davidson, cette fierté, on la partage avec la population polynésienne tout entière parce que c'est une reconnaissance, donc l'entité marquisienne de cet archipel. En même temps, c'est le pays qui est mis en exergue ce moment-là. Donc ça devient une vitrine à l'international. Et puis l'archipel qui a un grain de sable dans l'océan Pacifique sera reconnu de par le monde. C'est ça qui est formidable, que cette population marquisienne qui est fière de sa culture, de son patrimoine, donc sera reconnue Justement, ce dossier est porté depuis 30 ans maintenant. On est à la toute fin du processus. Si les marquises sont classées, il se passe quoi ensuite? Quel est l'enjeu pour vous?
Alors, toujours est-il, donc nous on part au nom du pays, le portage du dossier fait pas le pays, et puis on aimerait bien que par la suite le pays nous confie ce document, ce diplôme, cette attestation, pour qu'on puisse partir aux Marquises avec et puis faire ensemble que ça soit une fierté pour l'ensemble des Marquisiens et l'ensemble des Polynésiens. Mais il y a du travail à faire par la suite, bien évidemment, Davidson. Akaiki, un mot sur votre volonté de faire des Marquises une communauté d'archipel. Qu'est-ce que ce nouveau statut changerait en termes de compétences et de responsabilités, et où en êtes-vous à des discussions avec le pays et l'État? Des discussions, toutes les discussions sont abouties, mais aujourd'hui nous attendons le dernier rapport des sénateurs, des délégations sénatoriales et députés qui se sont déplacés aux Marquises. Donc, ces deux rapports sont importants pour pouvoir justement clarifier donc les leviers donc juridiques qui incombent justement à cette volonté réelle que nous avons de faire aboutir donc ce projet de communauté de communes en communauté d'archipel. Toujours est-il, c'est pour faire simplement, Davidson, c'est comment faire évoluer la CODIM en communauté d'archipel tout en restant dans la Polynésie française. On ne demande pas à être séparé de la Polynésie française. C'est une forme de différenciation que nous demandons afin que demain, qu'on puisse avoir tous les leviers juridiques pour pouvoir réagir rapidement sur le terrain. Et justement, le tout nouveau, et ce sera ma dernière question, Akaiki, le tout nouveau député marquisien Moerani Frebo défendra-t-il ce projet au sein de l'Assemblée nationale? Une bonne nouvelle, j'ai su qu'il fait partie de la commission des lois, mais en tout cas, Moerani est là justement pour faire entendre nos revendications, mais j'insiste, on continuera à travailler avec le pays parce que le statut d'autonomie interne nous exige justement à travailler parce que le statut, il faudra modifier. C'est pas simplement à l'Assemblée nationale ici convaincre le partenaire privilégié qui est le pays de se mettre autour d'une table. Comme je l'ai dit, on n'est pas là pour se séparer de la Polynésie française, on est là justement pour qu'il y ait une différenciation au sein de cette Polynésie afin que demain, qu'on puisse avoir tous les leviers juridiques pour le bien de notre population. Et c'est tout ce que nous voulons. Moerani n'est qu'un levier justement pour faire en sorte que les choses avancent avec bien évidemment un consensus avec le pays. Et l'État n'a pas un rôle à s'immiscer dans cette démarche. Donc j'insiste là-dessus. Akaiki Koutonui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Davidson. Alors nous ouvrons à présent notre page consacrée au JO. Et à l'approche des Jeux olympiques dont les épreuves de surf se tiendront à Tahiti, des entreprises sont tentées de tirer profit de cet événement sportif mondial. Mais attention, l'usage des propriétés olympiques comme le symbole, le drapeau, la devise est strictement encadré. Les explications avec Athéna Milcam et Rarhoumaha. Paniers, t-shirts ou encore goodies à l'effigie des Jeux Olympiques. S'il ne s'agit pas de produits officiels sous licence, c'est tout simplement interdit. Les éléments visuels comme le symbole, l'emblème ou encore la signature sont des propriétés olympiques et paralympiques protégées par des textes de loi. Idem pour ces éléments verbaux, propriété exclusive des comités internationaux olympiques et paralympiques. Seuls les sponsors, donc les partenaires officiels qui financent à 98% l'organisation des Jeux, peuvent les exploiter. Aujourd'hui, le pays, avec la commune et Paris 2024, il y a eu des accords marketing, du droit au respect des marques de Paris 2024 qui ne sont dédiées qu'aux partenaires. Donc effectivement, quelqu'un qui aujourd'hui reproduirait les anneaux sur une marque qui n'est pas partenaire, risque une mise en demeure et risque un procès parce qu'évidemment, ces droits sont protégés pour les partenaires qui, eux, ont mis plusieurs millions d'euros pour pouvoir être associés à l'image des Jeux. En Polynésie, on retrouve dans la liste des partenaires officiels ce magasin spécialisé en articles de sport.
Effectivement, nous sommes partenaires officiels des Jeux Olympiques avec le développement et la conception de produits et de matériel pour les JO. Nous sommes tenus par des avenants et des contrats pour respecter justement notre collaboration avec les Jeux Olympiques. Le cadre réglementaire autour des propriétés olympiques est particulièrement strict, mais pas toujours connu du grand public. Pourtant, l'histoire nous rappelle certains exemples. Il y avait par exemple eu pendant les JO 2012 à Londres, une entreprise qui s'appelait Café Olympique et à qui on avait dit « vous devez changer de nom parce qu'il y a confusion entre le comité olympique, les Jeux olympiques et vous, et les gens, les consommateurs pourraient croire que c'est un café qui est associé, qui est affilié aux Jeux olympiques. » Et là, les JO en France, ou une entreprise qui est située à Dunkerque, en France, qui s'appelle Les Olympiades, doit changer de nom sous peine d'être fermée ou d'avoir des problèmes. Donc une entreprise qui depuis plus de 10 ans existe va devoir changer de nom parce que là, désormais, à Paris, les Jeux Olympiques ont lieu. Dans la loi française, le non-respect du droit d'auteur et du droit des marques est passible de 400 000 à 500 000 euros d'amende, en plus de peines pouvant aller de 3 à 4 ans d'emprisonnement. 12 personnes ont reçu ce matin leur brevet professionnel mention surf. Cette formation diplômante est la première du genre au Fénois. Elle est le fruit d'un partenariat entre le CREPS de Bordeaux et l'Institut de la jeunesse et des sports. Ce brevet permet de travailler en école ou en club de surf, mais aussi d'encadrer ou d'organiser des activités liées au surf. Le reportage. C'est avec fierté que les 12 lauréats ont reçu leur sésame. Fierté également pour les instances du pays et le monde sportif, et notamment celui du surf. Effectivement, c'est la toute première fois qu'on met en place le BPGEPS de surf sur une initiative de l'IGSPF. Et donc moi je suis contente qu'on ait soutenu et je suis fière aujourd'hui de voir 12 Maoris diplômés. Ils vont permettre de travailler avec leur passion, ce qui les anime, et je trouve ça juste exceptionnel. Une formation de 9 mois au total, durant lesquels il aura fallu, pour certains, retourner sur les bancs de l'école. Ça n'a pas été évident car justement il fallait monter un dossier pour montrer justement au CREPS de Bordeaux qu'on a la capacité, on a eu la capacité à mettre en place la formation ici à Tahiti. 9 mois c'est lent avec les boys, heureusement qu'on avait une bonne entente, qu'on se connaissait déjà, ils font partie des meilleurs surfeurs de Tahiti aujourd'hui. Et d'avoir ce diplôme pour moi, ça va me permettre au travers du club, du Rotary Surf Club, essayer de peut-être former la jeunesse de la commune de Tevejuta, essayer de prendre un peu des jeunes des quartiers et leur offrir la chance que j'ai pu moi avoir auparavant avec Tevaza Véronique qui avait ouvert le club. Donc c'est un peu dans cette optique, on va dire un peu l'aspect social, plus moi qui m'intéresse. Et peut-être avec l'éducation, essayer peut-être un jour de m'occuper d'une section surf, là comme à l'exemple du lycée de Papara. Une remise de diplôme émouvante qui s'est poursuivie par une compétition de surf en équipe qui a réuni tous les districts de Tahiti, mais aussi des surfeurs de Moorea et de Huahine. Le surf, c'est comme un sport individuel et c'est montré qu'au surf, on a aussi une compétition qui peut se faire par équipe et impliquer aussi tous les communes, d'abord les communes labellisées et tous les communes et districts. C'est pour ça que Mantaina, ça veut dire district, qui a permis aussi de participer à cet événement, qu'ils soient licenciés ou non. Les surfeurs du Fénois se mesureront durant 2 jours sur le spot de Taharou, une manière de célébrer ce sport de glisse quelques jours avant de s'immerger dans les épreuves des Jeux olympiques de surf à Teahupo'o. Et nous refermons cette page dédiée aux JO. La menace planait dans le groupe de télécommunications en difficulté financière, la CSTPFO, la CSIP, Toerima et les syndicats à Sapo Farirata, Sapo Onati et Sapo Marara, paiement ont déposé hier un préavis de grève à l'OPT et dans ses filiales. Le mois dernier, sur le plateau de TNTV, Vanina Krula a souligné donc la situation préoccupante du groupe OPT et annoncé une suspension momentanée de certains avantages. Ce gel momentané fait justement l'objet du premier point de préavis déposé donc vendredi. Au total, 24 points de revendication. Si aucun accord n'est trouvé, la grève entrera en vigueur le 25 juillet à la veille des JO.
Clap de fin jeudi pour le 10e sommet des dirigeants du Pacifique, jeudi au Japon. Dans une déclaration commune, des dirigeants des 18 pays membres se sont donc engagés à garantir une région d'Asie-Pacifique stable et prospère, notant avec inquiétude le renforcement militaire rapide de la Chine. L'occasion pour le Japon de se positionner en pourvoyeur de sécurité dans la zone face à l'influence chinoise, mais aussi comme fournisseur de dents et d'aide au développement. Selon le président de la Polynésie, le Japon aurait prêté une oreille attentive au projet de la délégation polynésienne. On l'écoute au micro de notre envoyé spécial, Veitieri Rinalta. Là, on sort de la dernière session plénière. On a tous fait des interventions dans nos secteurs respectifs. Quand j'ai parlé un peu des nouvelles technologies, de la connectivité, mais aussi des différents outils de financement qui existent au plan régional et auxquels le Japon participe. Et donc, ce sont tous des outils dans lesquels on ne s'inscrit pas forcément du fait de notre appartenance à la République française, mais il faut, je pense, tant que faire se peut, essayer d'intégrer certains de ces outils. En tout cas, moi j'ai perçu une vraie attention de la part du gouvernement japonais. Je rencontre encore, juste avant de prendre l'avion en bilatéral, le Premier ministre japonais. Et nous allons aborder ensemble des sujets qui me tiennent à cœur. Avec pas moins de 32 000 passagers transportés en avion l'an dernier, Maupiti voit sa cote monter chez les visiteurs. Contrairement à Bora Bora, sa voisine l'île a toujours refusé l'implantation de grands hôtels, mais les pensions de famille et hébergements plus classiques fleurissent, à tel point que la Pétaï Express vient d'intégrer l'île à son circuit classique. Laure Philibert, Jessica Doucet et Tiarenui Pahouiri Philippon. Il a été rénové il y a 2 ans. L'aéroport de Maupiti accueille des dizaines de milliers de passagers chaque année. Un flux qui ne cesse de croître et encore plus cette saison avec l'organisation de la pêche au caillou. En basse saison, on a 9 vols par semaine. 9 vols par semaine. Pendant la haute saison, c'est-à-dire les vacances scolaires, il y a une augmentation jusqu'à 17 vols par semaine. Les vols sont complets. Mais il y a toujours des sièges de disponibles à bord parce qu'en fait, on est pénalisé par rapport à la taille de la piste. On aimerait bien qu'on nous agrandisse la piste pour qu'on puisse travailler encore mieux et accueillir plus de monde. Réfractaire au tourisme de masse, la petite sœur de Bora Bora, autrefois appelée Maurua, préfère la petite hôtellerie. Elle comptabilise 44 pensions de famille, 6 Airbnb et 5 campings. Une capacité d'hébergement qui encourage les transporteurs maritimes à faire évoluer leurs offres. Le Maupiti Express propose déjà 2 à 3 rotations hebdomadaires et la Pétaï Express s'aligne. Le ferry intègre depuis la semaine dernière Maupiti dans son circuit. Une phase test au tarif de 17 500 francs l'aller-retour jusqu'à Tahiti. Mercredi, vendredi et dimanche. Donc voilà, Maupiti au bout du trajet, au lieu de Bora Bora. On viendra soutenir à la population, parce qu'ils auront le choix entre l'avion et le bateau, comme les autres îles des îles sous le vent. Mais si le Maupiti Express dispose d'une capacité de près de 120 places, la Pétaï en propose près de 4 fois plus, ce qui rend compliqué la rentabilité. C'est sûr que 500 places pour Maupiti, ça fait quand même une grande capacité pour Maupiti. Mais peut-être pour des événements comme aujourd'hui avec la pêche au caillou, le bateau il est bien adapté. On verra dans le temps si l'escale est rentable aussi, donc d'un côté. Et ensuite peut-être on va réaménager nos escales ou nos itinéraires. Si la redoutable passe Onoiao le permet, la Pétaï Express acceptera également un peu de fret, les 2 roues et les petits colis. C'est la fin de ce journal. Votre soirée sur Tahiti Télévision. Ne manquez pas votre magazine de la glisse Waves, suivi de votre émission de divertissement Les 12 coups de midi, la 5000e. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tahiti Télévision et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.